Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouveau rendez-vous. Alors aujourd'hui, deux sujets santé. On va parler dans un petit moment de phlébite et son lien avec la Covid-19. Mais pour l'heure, nous allons parler de notre cœur. Alors ce muscle vieillit-il avec nous? On vous pose la question à vous. Docteur Souhaid Jemei, vous êtes cardiologue. Comment ça va, docteur? Un plaisir de vous avoir. Merci à vous pour votre invitation. Alors, comme tout muscle, tous nos muscles évoluent avec nous, mais le cœur en particulier, est-ce qu'il a un âge cardiaque? Est-ce qu'il y a l'âge de l'individu et l'âge du cœur? Oui, évidemment. Comme vous l'avez dit, tout vieillit avec nous. Alors, d'abord, moi, je me suis posé la question suivante, c'est à partir de quel âge sommes-nous vieux? Eh bien, je répondrai par l'adage habituel connu, qui est « nous savons l'âge de nos artères ». OK. Et donc, tout ça pour vous expliquer, je voudrais juste parler un petit peu du cœur, du fonctionnement normal du cœur pour que les gens nous suivent. Bon, alors, le cœur, c'est une pompe, vous l'avez dit, c'est une pompe qui est constituée d'un muscle. Et ce muscle se contracte en moyenne, bien sûr, c'est variable d'un individu à l'autre, 60 fois par minute. Et cette contraction est déclenchée par une stimulation électrique. Tout ça pour vous expliquer qu'à tous ces niveaux-là, il peut y avoir un vieillissement. L'évolution naturelle, ce qu'on appelle physiologique du cœur avec l'âge, donc l'évolution normale, attendue, prévisible, qui n'est pas pathologique, touche un petit peu toutes les parties du cœur, à savoir la paroi du cœur s'épaissit avec l'âge, les cavités peuvent se dilater ou se réduire, on en parlera tout à l'heure, les valves et les anneaux qui les soutiennent se calcifient, les valves peuvent devenir plus rigides, plus calcifiées. C'est un processus naturel, en fait. Tout ça. Et donc, les autres parties parce que c'est important d'en parler, c'est le circuit électrique, parce que le cœur fonctionne grâce à un circuit électrique, et au fur et à mesure, avec l'âge, il y a une fibrose qui s'installe entre les tissus et qui peut altérer cette conduction, cette activité électrique. Et autre chose, la pression artérielle se modifie, tout ça de façon normale. On n'est pas dans le pathologique encore. Absolument. La tension, la maxima, donc la pression artérielle systolique, augmente avec l'âge, alors que la minima, la diastolique, reste normale, ce qui fait une différentielle plus large. Pardon, mais quand vous dites avec l'âge, à partir de quel âge? Ah ben justement, ça c'est une question qui est... on en reviendra tout à l'heure en fonction des facteurs de risque. Okay. Parce que tout est variable en fonction de la personne, en fonction de ses facteurs de risque, du nombre d'années auxquelles elle a été elle a vécu avec ses facteurs de risque. On y reviendra. Je préfère continuer sur vraiment comment vieillit normalement l'âge. Donc la fréquence cardiaque, comme je vous l'ai dit, elle n'augmente pas aussi vite qu'avant à l'effort, et le débit cardiaque de repos ou à l'effort se réduit de 30%, ce qui fait que les personnes âgées sont moins adaptées à l'effort. Et puis il survient quelque chose qui est naturel, c'est l'athérosclérose. Au niveau des artères, il y a des dépôts qui se font. Au niveau de la lumière de l'artère, et il y a aussi une perte de l'élasticité de l'artère, parce que c'est exactement comme la peau d'un individu, l'élastine se réduit et il y a une rigidité de l'artère et du muscle aussi, du muscle cardiaque qui sont moins compliants. C'est-à-dire il se dilate moins, il se remplit moins, et tout ça c'est des évolutions qui sont normales. Mais alors une question, lorsque vous prenez par exemple le cœur d'une personne jeune, devant le cœur d'une personne de troisième âge, est-ce que physiquement, ils sont différents? Oui. À l'œil nu? À l'œil nu, d'abord, on ne voit pas le cœur à l'œil nu, il faut faire une échographie cardiaque. Non, mais bien sûr, mais je veux dire en cas de... Tout à fait. Alors, il y a un chercheur à l'université Johns Hopkins qui a fait une étude sur des personnes au-dessus de 55 ans, de 55 à 90. Il leur a fait une IRM, et 10 ans après, il a refait une IRM, il a justement constaté ces choses dont je viens de vous parler, c'est-à-dire principalement un épaississement de la paroi par la fibrose ou par l'hypertrophie qui fait que la compléance du cœur, le cœur se dilate moins, et il se vide moins, donc ça veut dire qu'il peut aboutir à une insuffisance cardiaque sans avoir de pathologie vraiment sous-jacente. Donc effectivement, il y a une différence. Alors, est-ce que notre cœur peut être plus vieux ou plus jeune que nous? Oui, et alors c'est là où je disais, on a l'âge de nos artères. Les artères ne sont pas visibles, effectivement, mais c'est vraiment ça qui conditionne l'état de santé et l'état cardiaque. Alors, cette athérosclérose, elle évolue comment ? C'est un processus naturel, bien sûr, mais il ne faut pas oublier qu'avec l'âge, il y a des facteurs qui font que la sédentarité, le fait d'avoir été plus longtemps en contact avec certains facteurs de risque et surtout une réaction
un peu exagéré à l'inflammation qui favorise cette athérosclérose. Ça, chez les personnes âgées, ils sont plus sensibles à l'inflammation et ça accentue l'athérosclérose. Maintenant, on va passer aux facteurs de risque qui font que, chez certaines personnes, les artères et les cœurs vieillissent tout doucement et chez d'autres, vieillissent plus rapidement. Et ces facteurs de risque qui sont connus, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, la sédentarité, l'absence d'exercice physique, c'est l'hypertension, le diabète, le tabac, le stress, l'excès de poids, tout ça, tous ces facteurs constituent les facteurs de risque qui vont faire vieillir prématurément le cœur et les artères. Est-ce qu'on peut inverser le processus de vieillissement? Absolument, on ne peut pas l'inverser, mais on peut en tout cas l'arrêter. Mais on ne peut pas l'inverser, c'est-à-dire on ne peut pas rajeunir un cœur qui a pris de l'âge? Non, on ne peut pas. On peut, par l'exercice physique, oui, réduire sa fréquence cardiaque, mais on ne peut pas anatomiquement enlever un dépôt d'athérosclérose. Par contre, comme je le dis à mes patients, parce qu'en cardiologie, on a des patients d'un certain âge. Là encore, définition de vieillesse est très... on ne peut pas définir l'âge de la vieillesse, mais les personnes qui doivent préparer leur retraite doivent aussi préparer la retraite de leur âge. C'est quelque chose qui se prépare avant. C'est-à-dire, si une personne qui commence à... Et moi, je vois beaucoup la différence chez les personnes qui prennent leur retraite tôt, les salariés, les fonctionnaires qui arrêtent à 60 ans, et ceux qui sont dans le secteur privé qui continuent jusqu'à 70 ans, ils sont beaucoup plus jeunes. D'abord, parce que l'atout le plus important, moi j'en parle parce que même si ça n'a rien à voir avec la cardiologie, le mental est très important. Parce que quand on a des objectifs, le comportement est différent et forcément, il y a moins de sédentarité, plus d'optimisme dans la vie, et ce qui fait qu'on est peut-être plus apte à faire de l'exercice physique, à mieux s'alimenter. Et, avoir un rythme de vie aussi. Avoir un rythme de vie assez structuré par des horaires particuliers et caser donc les horaires de sport. Mais ce que je veux dire, c'est que cette retraite du cœur se prépare en faisant justement de l'exercice physique. Alors, la meilleure façon de garder son cœur jeune, c'est d'abord de savoir, de connaître son état des lieux, ce que les gens ne savent pas en général. Et connaître son état des lieux, c'est quoi? C'est déjà s'interroger sur l'hérédité. Demander à sa famille, est-ce qu'il y a des maladies cardiovasculaires dans la famille? Ça, c'est la première chose. Il suffit de poser la question et de le connaître. La plupart des gens ne se posent pas cette question parce qu'ils pensent être autonomes. Mais non, l'hérédité est un facteur très important en cardiologie. Deuxièmement, connaître son propre état des lieux. Aller faire un bilan biologique. Savoir quel est son taux de cholestérol, le diabète. À partir de 40 ans. Il faut connaître son niveau de sucre, son niveau de cholestérol, savoir si on a une tension artérielle élevée. Parce que ces 3 paramètres qui sont quand même des facteurs de risque importants sont parfois invisibles. Tout à fait. Si vous ne les cherchez pas, vous ne les connaissez pas. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'hypertension mais qui n'ont aucun symptôme. On a vu des cas arriver au cabinet avec déjà des conséquences, des complications qui ont motivé cette consultation. Donc, quand on connaît son hérédité, son état biologique, et le reste, on le connaît, on sait si on a du poids ou pas, on sait si on fait de l'exercice physique ou pas. Et donc, quand on combine tout ça, on peut répondre à cette question, est-ce que je suis une personne à risque? Est-ce que je suis dans la zone rouge, orange ou verte? Est-ce que je suis bien? Donc, quand on est dans la zone orange, enfin dans toutes les zones, on doit essayer de traiter ces facteurs de risque, les normaliser, les réduire, les abolir en fait. Et que reprendre l'activité physique, moi je dis toujours pas d'activité physique intensive, juste de la marche déjà pour commencer. Il faut au moins 3 mois de marche, 45 à 1 heure, 3 fois par semaine. Le temps de s'adapter, de renforcer un peu ses muscles, d'être un peu... Ça, c'est quand on a été sédentaire complètement? Oui, et puis ensuite, vérifier son alimentation. C'est quelque chose, tout le monde a conscience, n'a pas besoin d'aller voir vraiment... Bien sûr, on doit aller voir un diététicien quand on ne connaît pas les choses qui sont caloriques, celles qui ne le sont pas. Mais je pense que toute personne qui fait un excès dans l'alimentation s'en rend compte. S'en rend compte complètement, absolument. C'est juste une histoire de volonté. Et donc, faire de l'exercice physique, surveiller son alimentation, connaître sa pression artérielle, faire une prise de sang, ça vous permet de vous situer vous-même dans la catégorie à risque ou non. Si vous pensez être à risque, il suffit de consulter une fois, ne serait-ce que pour avoir un électrocardiogramme de référence. Parce que souvent, on voit des gens arriver au cabinet avec des anomalies dans l'électro. Si c'est quelque chose d'ancien, ce n'est pas inquiétant. Mais si c'est quelque chose qui vient d'apparaître, ça a absolument une autre signification. Donc, sensibiliser les gens au dépistage précoce, à la prévention, c'est la meilleure façon de garder un cœur jeune. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Complètement. Mais est-ce qu'on a moyen, peut-être ça sera notre dernière question, est-ce qu'on a moyen de se rendre compte que son cœur vieillit plus vite Absolument. que soi?
absolument. C'est très simple. Il suffit de monter deux montées de marches, des marches de 2 étages. Normalement, 2 étages, en marchant normalement, on ne devrait pas être essoufflé. Et on a des gens qui consultent justement en nous disant il y a 3 mois, je montais les escaliers sans problème. Maintenant, je suis essoufflé, je dois m'arrêter à un étage. Ça, c'est pathologique. Alors, à nous de voir si c'est un problème cardiaque ou si c'est juste une prise de poids. Parce que prendre 4 kilos en plus, ça peut donner un essoufflement, ce qu'on appelle une dyspnée à l'effort. Donc ça, oui, c'est un repère assez simple. Autre chose, voir sa fréquence cardiaque qui s'accélère trop rapidement est aussi un signe de mauvaise adaptation à l'effort. Donc ce sont des petites choses qui nous donnent un petit signal d'alerte. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le signal d'alerte, il arrive bien avant. Si vous fumez, vous avez de l'excès de poids, vous savez déjà que vous êtes un facteur à risque. Et pour les moins de 50 ans, quand on est un homme, on a toujours beaucoup plus de risques qu'une femme. Le cœur d'une femme vieillit moins rapidement. Il y a une question de genre. Oui, c'est-à-dire que le risque cardiaque rejoint celui de l'homme après la ménopause. D'accord. Maintenant, il s'avère que les études de l'IRM dont je vous ai parlé tout à l'heure, la personne qui a fait cette étude a montré que le cœur était moins compliant et qu'il perdait son élasticité plus vite chez les femmes que chez les hommes. Donc il y a une petite différence, effectivement. Pour une fois que c'est la femme qui sort gagnante au niveau santé. Pas vraiment, parce que s'il ne se dilate pas correctement, il a plus tendance à faire de l'insuffisance cardiaque sans avoir de pathologie sous-jacente. D'accord. Mais c'est vrai qu'à partir de la ménopause, les femmes aussi deviennent vraiment à risque. Et parce qu'elles prennent plus facilement du poids et moins protégées par certaines hormones. Oui, mais de toute façon, et moi, comme je dis toujours, faire du sport, c'est quelque chose qu'on peut faire même entre midi et 2 heures, juste devant la maison, sans avoir besoin de matériel. Marcher, c'est la chose la plus physiologique pour améliorer son cœur. Merci infiniment pour toutes ces explications, docteur Saad Jamail. Vous êtes cardiologue. Merci beaucoup pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Bien, on reste ensemble et on enchaîne tout de suite avec une autre interview. Et comme promis, tout de suite, on enchaîne avec cette autre interview. Nous allons parler de phlébite et son lien avéré avec l'infection Covid-19. Justement, une équipe de l'hôpital parisien Lariboisière a mis en évidence une prévalence de thrombose veineuse profonde chez près de la moitié des patients intubés et ventilés pour une pneumonie due au Covid-19. Et on en parle avec vous tout de suite, docteur. Hamza Benjeloun, comment ça va, docteur ? Très bien. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis très heureux d'être là à nouveau après cette période de Corona. De Covid, absolument, et de distanciel. Qui nous a privés de pas mal de choses, dont votre émission. Merci, docteur. Alors, on va y aller petit à petit. D'abord, la phlébite, qu'est-ce que c'est, de façon générale, indépendamment de la Covid ? Alors, la phlébite, c'est le terme que connaît tout le monde. Moi, je préfère un terme un peu plus précis qu'on appelle thrombophlébite. En fait, parce que la phlébite, ça veut dire inflammation des veines, étymologiquement, et la thrombophlébite, ça veut dire, ça donne un indice que c'est dû à cause d'un caillot. Donc c'est un caillot qui se forme, et lors de ça, dès qu'il se forme, ça entraîne une inflammation des veines, et c'est ce qu'on appelle donc la phlébite. Alors ce caillot, il se forme pourquoi ? Alors, il y a plusieurs facteurs, c'est multifactoriel, c'est la triade de Virchow, c'est un ancien médecin qui a détecté les 3 facteurs principaux qui entraînent une phlébite. Le premier facteur, c'est la stase ou la turbulence, c'est-à-dire qu'il y a des situations dans la vie où on peut avoir une stase au niveau des jambes lors d'un voyage long courrier, après une opération chirurgicale où on doit rester allongé, donc un plâtre par exemple. Donc ça, c'est les situations de stase, c'est le premier facteur important. Il y a aussi une situation de turbulence. Je vous arrête rapidement par rapport au long courrier. Est-ce que tout le monde est à risque ? Tout le monde est à risque. Tout le monde est à risque. C'est-à-dire même quand on est sportif, même quand on... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des facteurs de risque. L'âge, plus on est âgé, plus on est amené à faire une phlébite. Mais tout le monde peut être touché et avoir une phlébite. Donc, il y a ces facteurs de stase ou de turbulence. Par exemple, peut avoir un traumatisme, une fistule artério-veineuse, avoir une turbulence, entraîner aussi une phlébite. À part la stase, il y a la lésion vasculaire. Donc, si la paroi des veines est altérée après un traumatisme, après juste une intraveineuse, par exemple, ça peut arriver. Si la paroi est altérée, ça favorise donc la phlébite. Et la phlébite, c'est toujours au niveau des jambes ?
Non, ça peut être partout, dans toutes les veines. Ça peut se thromboser dans n'importe quelle veine, mais c'est plus fréquent au niveau des jambes. On peut en avoir au niveau des veines du cerveau, on peut avoir au niveau de la jugulaire des phlébites, au niveau du bras. Donc c'est même au niveau des veines portes. Pardon ? On s'en rend compte, on a des symptômes. Oui, et d'ailleurs, il y a même des thromboses, des hémorroïdes aussi qui sont des veines. Donc, ça peut être localisé partout. Là où il y a une veine, il y a une thrombose. Voilà. Donc, mais on s'en rend compte ou pas ? Est-ce qu'on le sait avant oui, que ça on va parler grave. des symptômes. Je voudrais juste terminer donc les facteurs. On a dit donc la stase, on a dit l'altération de la paroi. Et comme autre facteur, on a aussi la viscosité sanguine. Donc, et c'est là que Corona entre en jeu, c'est-à-dire il y a des situations où le sang est plus visqueux. Donc il y a les périodes de chaleur excessive avec une mauvaise hydratation, on peut avoir le sang un peu plus visqueux parce qu'on n'est pas hydraté. Il y a les cancers, les gens qui sont atteints de cancer font beaucoup plus de phlébite parce qu'il y a une hyperviscosité qui est très connue, le cancer. Et lors de Corona, on a découvert, donc de l'épidémie de Covid-19, que cette maladie entraînait une hypercoagulabilité. C'était d'ailleurs, c'est venu en première ligne et tous les patients qui ont eu Corona, parmi le protocole, c'est leur donner des anticoagulants et même de l'aspirine, pour fluidifier le sang, parce qu'il y a un haut risque de phlébite, d'embolie pulmonaire qui est aussi, donc c'est des caillots qui se forment au niveau des lorsqu'on prescrit ces médicaments, on anticipe en fait le risque. Voilà, parce que c'est une maladie grave. La phlébite, c'est une maladie grave, c'est une urgence. Donc, il faut un diagnostic précoce. Donc, c'est là où les réanimateurs sont au premier plan, les urgences sont au premier plan. Et nous, les médecins vasculaires, chirurgiens vasculaires aussi, on est au premier plan, parce qu'on les reçoit aussi au cabinet. Quelqu'un qui a une phlébite, il peut aller soit aux urgences, soit chez un médecin vasculaire. Donc, pour faire le diagnostic précoce, parce que plus on va diagnostiquer la phlébite précoce, plus on va réduire les complications. Bien sûr. Qui peuvent être mortelles, comme l'embolie pulmonaire. Donc l'embolie pulmonaire, c'est quoi ? C'est que le caillot qui s'est formé au niveau d'une veine profonde d'une jambe peut migrer. Donc il va migrer, sa voie naturelle, il va passer par le cœur, puis aller au poumon et boucher les vaisseaux. Alors même quand le caillot se forme ailleurs qu'au niveau de la jambe, il peut migrer et atterrir au niveau des poumons ? Oui, exactement, mais au niveau de la jambe, c'est plus fréquent qu'au niveau du bras. Au niveau du bras, les veines du bras, il y a très peu de risque d'embolie pulmonaire. Mais au niveau des jambes, et plus le caillot est proche du cœur, donc plus il est proche, plus le vaisseau est proche du cœur, plus le risque d'embolie pulmonaire est gros. Alors avant qu'on arrive à l'embolie pulmonaire, donc ça commence par une phlébite. Est-ce qu'on a moyen de se rendre compte qu'on a un caillot qui s'est formé quelque part ? Oui. Le diagnostic est assez simple, il faut toujours l'évoquer devant une seule jambe, donc c'est rarement les deux. Donc quand quelqu'un sent une de ses jambes qui commence à gonfler, donc il y a le gonflement, il y a la douleur, parce que la phlébite c'est une inflammation, il y a de la douleur. Il peut y avoir une pesanteur, pas forcément de la douleur, il peut sentir le mollet tendu, très tendu, donc c'est pas forcément juste douleur. D'accord ? Principalement, donc le gonflement, la douleur. Ça, c'est au niveau de la jambe. Mais quand ça se forme ailleurs, comme vous dites, au niveau du cou, au niveau de... C'est pareil, c'est gonflement, douleur. D'accord ? Et principalement, c'est ça les symptômes, le gonflement, douleur. Bon, ailleurs, ça peut être que la douleur. On peut sentir juste une douleur au niveau du bras. Alors, il y a la phlébite. Il faut distinguer entre la phlébite profonde, qui touche les veines profondes et qui a un haut risque d'embolie pulmonaire, et la phlébite superficielle, qui est surtout liée donc en général à soit des maladies de système, c'est-à-dire des maladies qu'on a très fréquemment au Maroc, comme la maladie de B7, où on a des phlébites à répétition au niveau de ces veines superficielles. Ça, c'est beaucoup moins grave, les phlébites superficielles. On les a aussi au niveau des varices. Les patients qui traînent avec leurs varices peuvent faire des phlébites superficielles. C'est beaucoup moins grave parce que, si vous voulez, ça touche que des vaisseaux superficiels. Ils sont liés de manière indirecte au cœur. Ça doit passer d'abord par le vaisseau profond. Mais la phlébite profonde, c'est ce qu'on appelle phlébite. Donc moi, je reçois souvent au niveau du cabinet des gens qui sont catastrophés. On leur a dit qu'ils ont une phlébite alors que c'est juste une phlébite superficielle. Et ce n'est pas trop grave. Et d'ailleurs, le traitement n'est pas le même. Alors justement, en parlant de varices, est-ce que les varices
sont le signe d'une phlébite profonde, peuvent être le signe d'une phlébite profonde ou d'une possibilité de faire une phlébite? Quand on a des varices, est-ce qu'on est prédisposé? Quand on a des varices, les varices, c'est quoi? C'est un mauvais drainage, donc il y a une stase. C'est-à-dire, quand on a des varices, le risque de faire une phlébite est augmenté. Okay. D'accord? On n'est pas exactement par 6 ou par 3. Le risque est augmenté de faire une phlébite parce qu'il y a une mauvaise circulation. La circulation est plus lente et comme ce que je vous ai dit au début, parmi les facteurs, il y a la triade de Virchow, c'est la stase veineuse. Donc si on a des varices, par exemple qu'on fait un voyage long courrier, voilà, ça fait que vraiment on a une circulation lente au niveau des jambes et ça favorise donc la phlébite. On est à risque. Oui, on est encore plus à risque. On est encore plus à risque. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? Porter des bas de contention? Justement. Alors la prévention et lorsqu'on voyage et qu'on est à même, par exemple, il y a dans la famille, quelqu'un a fait une phlébite, parce qu'il peut y avoir une hérédité, parce que des fois, il y a des anomalies au niveau du sang, des facteurs génétiques qui peuvent entraîner une hypercoagulabilité. Alors, les bas de contention, pour prévenir la phlébite, c'est très bien. Se mobiliser lors des voyages, chaque heure, par exemple un voyage long courrier de 6 heures, chaque heure et demie, il faut un peu bouger, se mobiliser, marcher un petit peu, juste pour circuler un peu le sang. Et d'ailleurs, on appelle ça le syndrome de la classe économique, parce que souvent, dans l'avion, les gens qui sont en classe économique, qui sont assis, serrés, les jambes, ils n'ont pas d'espace où bouger. Et ils font plus de phlébite. Donc, il faut faire attention, il faut bouger. J'en vois pas souvent dans l'avion qui marche un petit peu. Et il faut s'hydrater, il faut boire beaucoup. Et quand on traite les varices, parce que je suis souvent amené à traiter les varices, et mes patients voyagent après, des fois on peut leur donner une petite injection d'anticoagulant ou de l'aspirine pour aussi fluidifier le sang et diminuer donc ce risque. Mais pour les personnes qui ont fait un Covid et elles doivent aujourd'hui être encore plus vigilantes parce que est-ce qu'elles peuvent faire une phlébite quelques semaines, voire quelques mois après la guérison? Est-ce que c'est toujours possible? Ou quand ça doit apparaître lié à l'infection Covid, c'est vraiment directement après? D'ailleurs, les personnes qui ont fait un Covid-19 récemment doivent faire attention. Les premiers mois après leur guérison, ils doivent faire attention si leurs jambes enflent, si elles commencent à devenir douloureuses. Il faut faire attention et consulter donc, soit aux urgences, soit un cardiologue aussi, soit un spécialiste vasculaire. On est à même à détecter facilement une phlébite. Ça se détecte par une échographie simple. Donc c'est très simple, en 1 minute, 2 minutes. Il faut aller aux urgences. Aux urgences, si la personne ne connaît pas, ou un cardiologue, ou un médecin vasculaire qui détectera de manière simple cette maladie. Alors, pour faire le lien avec le sujet précédent, on est avec Dr Saad Jamei, qui est cardiologue, pour parler de l'état de santé de notre cœur et surtout de son âge. Est-ce que c'est un facteur de risque aussi pour les phlébites, l'âge du cœur? Alors, non, pas particulièrement. Mais écoutez, la pompe cardiaque est primordiale pour le cœur. On peut avoir des problèmes valvulaires et entraîner donc un mauvais drainage du sang et donc favoriser cette hypercoagulabilité. Donc les problèmes valvulaires, cardiaques peuvent entraîner des varices d'ailleurs et donc augmenter par là même le risque de phlébite. Merci infiniment, Dr Hamza Benjeloun. Vous êtes chirurgien vasculaire. C'était un plaisir de vous avoir. C'était un plaisir. Un grand merci à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas que cet épisode est disponible dans son intégralité sur mediantv.com. Un grand merci à toute l'équipe en régie. À très vite. Au revoir.